Rebonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer le webinaire. Alors, déjà, merci de vous être connectés. Je suis accompagné de mes deux collègues, Jean-François Pinault et Florent Chaumet. Donc, moi, c'est, Ah, si tu ah, coupes ton micro, ça va pas être facile. j'allais allumer la caméra, mais je me suis trompé de bouton. Tant de J'ai pas pris de mystère. café après manger, donc j'ai cliqué un peu imprécis. Donc, durant la prochaine heure, on va vous présenter les nouveautés de la FD01, de la plateforme V24. C'est le premier webinaire de l'année, hein, sur les nouveautés. Il va y en avoir un, bah, bien sûr, il va y en avoir encore plusieurs, hein, pour chacune des nouvelles versions qui vont sortir. Jean-François, est-ce que tu peux passer à la suivante? Donc, la FD01, elle est sortie il y a, je dirais, une grosse dizaine de jours, il y a 2 semaines, on va dire, le 10 février. On va maintenir, hein, on va dire cette cadence, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle sortie de la plateforme, on va attendre peut-être une dizaine de jours, on va dire, avant de présenter les nouveautés. Suivant. On a rajouté une section dans cette version du webinar. Précédemment, c'est vrai qu'on présentait donc les nouveautés sur la partie conception, simulation et la partie gouvernance. Donc là, on a également rajouté une section sur la partie production, parce qu'on a des rôles à vous présenter, des nouveautés à vous présenter. Suivant. Bien entendu, si vous voulez en savoir un peu plus sur les nouveautés que ce qu'on va pouvoir présenter, parce que là on n'a une heure, je veux dire, mais il faut savoir qu'on a, Un je peu dirais, plus d'une plusieurs slide, centaines ouais. de slides à présenter, donc on n'a pas tout choisi, on n'a pas tout, on en a caché pas mal, on va dire. Parce que voilà, sinon ça durerait 3 4 heures, hein. On se doute pas que vous avez envie d'écouter cette présentation pendant 3 4 heures, mais bon, on va essayer de garder un format sur 1 heure. Donc vous pouvez trouver, en flashant le QR code, là, vous pouvez directement accéder à plus d'informations sur les nouveautés. Et également aussi en allant sur l'aide de 3DS, la User Assistant de 3DS, vous aurez également accès à plus de détails sur chacune des nouveautés. Je vais laisser la main à mon collègue Florian pour vous présenter les nouveautés sur la partie conception. Merci Eric pour cette très belle introduction. Donc, je vais reprendre la main. Donc, hop, je demande le contrôle, Jean-François. C'est bon, je suis Je vais là. aussi couper ma caméra pour avoir un peu plus de bande passante. Et allons-y. Donc, c'est parti pour les nouveautés. Donc, d'abord, côté conception, donc alors d'abord, dans la première partie, on va parler des XApp, donc des applications 100% web que vous connaissez déjà. Euh, donc pour aller un peu plus vite, donc là cette première vidéo, ça nous permet en fait de vous montrer toutes les nouveautés qui sont arrivées sur l'ensemble des X apps, des X applications. Euh, donc tout d'abord, ce que vous pouvez voir, donc la possibilité d'insérer des environnements préfabriqués. Comme ici, on peut le voir avec ce magnifique studio. Ça nous permet de concevoir des objets dans un contexte réaliste. La commande search qui est arrivée dans les XApp. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, on appuie sur S, on tape le nom de la fonction et on peut directement l'exécuter. Donc tous les utilisateurs SolidWorks la connaissent, hein, ou du moins je l'espère. Donc c'est vraiment très pratique, hein, pour accélérer la conception et pour pas perdre de temps à trouver une fonction dans la barre d'outils. Et ça, d'ailleurs, c'est donc la commande search, hein, est disponible ici dans Xdesign, mais également dans Xshape, Xframe, etc. Également, en fait, une nouvelle boîte de préférence qui a été revue pour avoir un meilleur contrôle de son environnement de travail. OK. Et toujours dans la partie amélioration de l'expérience utilisateur, on va avoir des nouveautés concernant tout ce qui est en fait reconstruction du modèle. C'est-à-dire si on travaille dans un assemblage où il y a eu qui a subi donc des changements récents, on va pouvoir mettre à jour plus rapidement les contraintes d'assemblage. Donc là, vous voyez aussi l'avantage d'utiliser ces contextes réalistes pour travailler, pour avoir en fait une représentation réaliste du modèle et pour pouvoir ensuite pouvoir faire euh, un travail de rendu réaliste. Également, donc là, ce que vous voyez à l'écran, donc là, c'est justement la nouveauté que je vous ai déjà parlé pour vous aider à reconstruire le modèle. Donc, vous avez juste à cliquer sur Solve the Product. OK.
Ensuite, nouveauté également, c'est concerne cette commande d'insertion ou de remplacement d'un composant. On peut directement aller chercher des modèles récents qui apparaissent dans une liste. Là, ce que vous voyez également des améliorations concernant les structures lattices, hein, donc ces géométries, donc ces structures en treillis. Maintenant, on va pouvoir se reposer dessus. En fait, euh, on va pouvoir mieux les intégrer dans notre construction et pouvoir, par exemple, reposer des esquisses sur ces structures en treillis, sur ces géométries lattices. Euh, Ce que vous voyez là, en ce moment à l'écran, ce sont tous les outils qui ont été améliorés pour vous aider à mieux repérer et mieux réparer les contraintes d'esquisse cassées. C'est souvent le cas en fait quand on apporte des modifications en amont à une fonction ou à une esquisse et après en fait les fonctions ou les esquisses qui viennent après, qui sont en aval, peuvent perdre leur référence. Donc maintenant on a des outils adaptés pour mieux les repérer et les réparer. Également au niveau des références externes, là c'est ce que vous voyez. Donc, dans un contexte, en fait, quand on travaille dans un assemblage, si on a des références externes qui sont obsolètes, qui sont peut-être hors contexte, on a maintenant des icônes plus claires donc, qui apparaissent dans l'arbre, dans l'arborescence pour les indiquer, pour les réparer. Et enfin, ici, là, c'est le share a file. Donc ça, c'est une nouveauté très importante qui est arrivée, que vous connaissez déjà, donc qui est arrivée dans SolidWorks avec les Cloud Services l'année dernière qu'on a également maintenant rendu disponible dans toutes les XApp. Donc c'est très important, hein. Ça permet de partager facilement un modèle, en fait de créer une copie du modèle dans un 3D Drive et de pouvoir le partager avec un collaborateur extérieur qui n'a pas forcément besoin d'avoir SolidWorks, un accès plateforme. Pour pouvoir accéder à la donnée, à poser ses annotations et renvoyer ses commentaires. Donc voilà, donc là déjà c'était donc là toutes les fonctionnalités qui étaient communes à toutes les X applications, hein, qui je rappelle n'étaient pas propres à l'application XDesign. On passe ensuite à donc au rôle 3D Sculptor. Donc la première nouveauté, euh, c'est également une nouveauté qui est disponible dans toutes les XApp. Donc là c'est la possibilité de donc importer des images. Donc ça, c'était quelque chose qu'on pouvait déjà faire. Mais après avoir importé, voilà, on peut placer ces points d'accroche, ces points d'accrochage qui permettent justement de faciliter le positionnement de ces images qui servent de base de travail et également de pouvoir mieux positionner, comme vous voyez ici, deux images entre elles. Donc là, en fait, on a importé le profil, en fait, l'image de profil. On a créé ces points d'accrochage, là que vous voyez en rose, et on peut plus facilement positionner les deux plans. OK? Ensuite, là, toutes les nouveautés que vous voyez sont propres à Xshape, hein, donc l'application pour faire des formes organiques par subdivision. Donc d'abord, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'apparition d'un nouveau robot manipulateur qui permet de modifier le maillage. Donc comme vous voyez, on peut switcher entre le robot traditionnel et le nouveau. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il permet de faire ce robot? Il permet de modifier plus rapidement et plus intuitivement le maillage. Donc en fait, on a juste à sélectionner des entités pour rajouter des boucles, faire des extrusions, subdiviser, etc. C'est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus rapide. Je vous invite à l'utiliser quand vous aurez un peu plus de temps. Également, nouvelle fonctionnalité qu'on trouve dans Xshape, elle concerne donc toutes les options d'alignement. Donc, on a rajouté des options d'alignement. Ici, par exemple, on va pouvoir établir une contrainte de parallélisme entre notre subdivision et une géométrie existante qui a peut-être été faite dans SolidWorks avec donc un logiciel de conception paramétrique. Là, l'idée en fait de rajouter des options d'alignement supplémentaires, c'est de renforcer l'intégration justement de cet outil qui Xshape avec d'autres logiciels et notamment avec SolidWorks. Et donc là, petite dernière nouveauté qui allait très vite à l'écran, mais c'est la possibilité d'isoler une surface de subdivision. Donc c'est-à-dire on va pouvoir cliquer sur une subdivision, l'isoler et on peut mieux se concentrer sur la subdivision et avoir tous les autres objets, tous les autres composants du modèle cachés. Ok. Donc voilà. Donc là c'était les améliorations propres à aux X App et donc notamment Xdesign, Xshape. Maintenant là, on va parler donc du rôle Manufacturing Definition Creator et de l'application Xdrawing qui permet de faire des mises en plan
euh, dans une interface 100% web, sans installation, je le répète. Donc première nouveauté, encore une fois, il s'agit on intègre mieux les structures lattices. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en R 2024 XGA, on vous avait montré la possibilité d'exporter en STL des parts qui présentent des structures lattices. Maintenant, en fait, on peut, dans Xdrawing, travailler avec ces structures. On a également des améliorations et une nouvelle fonction qui permet de créer automatiquement des trous, euh, des annotations de trous. Donc c'est tous les perçages qui ont été définis avec l'outil perçage dans XDesign. Et également des nouveautés et des améliorations concernant la customisation, la personnalisation des annotations. Donc, on peut maintenant définir des polices spécifiques, contrôler la taille justement des annotations, quelle que soit l'échelle d'ailleurs de la vue, et revenir à tout moment sur la taille standard de police. Voilà. Donc voilà, les quelques améliorations sont arrivées avec la FD1 pour ces ZigZag. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va parler des nouveautés qui concernent cette fois-ci donc 3D Experience SolidWorks. Donc je rappelle SolidWorks Connected, le SolidWorks qui est nativement connecté à la plateforme, et également Collaborative Designer for SolidWorks, le connecteur donc qui permet de connecter votre SolidWorks desktop à la plateforme. Donc c'est parti, on s'accroche. Donc là, c'est juste une liste, mais on va rentrer directement dans le détail sur chaque amélioration. Donc ça, première nouveauté. Je vais laisser Eric compléter si je manque des informations. Mais euh, donc globalement, qu'est-ce qui s'est passé en FD1? C'est la possibilité en fait, tous les utilisateurs qui disposent déjà d'une licence SolidWorks Simulation Standard, Pro ou Premium euh, ont maintenant la possibilité d'utiliser le complément SolidWorks Simulation et Motion dans SolidWorks Connected. Euh, je précise bien, donc un rôle plateforme, il n'est pas nécessaire pour activer ces avantages. Euh, donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir profiter de ce complément pour les utilisateurs je répète, de SolidWorks Simulation, qui soient en format standard, pro, professionnel ou premium. Donc Tu là, veux préciser un ouais, truc, Eric? Parce que je sais que c'est ouais. plus ton domaine. Ouais. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment pour les clients qui ont déjà du 3D Experience SolidWorks ou SolidWorks Connected. Et s'ils ont besoin vraiment, par exemple, d'avoir un SolidWorks Simulation Premium, avant, c'était pas possible. C'était pas possible de combiner une licence 3D Experience SolidWorks avec une licence SolidWorks Simulation Desktop. Maintenant, c'est possible. Voilà. Il y a juste un petit point d'attention à faire, c'est que si on a par exemple 3D Experience SolidWorks Premium, il ne faut pas s'assigner le petit complément de simulation. Sinon, ça évitera d'utiliser cette fonctionnalité. Mais ça, de toute façon, c'est quelque chose qui, je dirais un bug, ou plutôt, c'est pas tellement un bug parce qu'on sait que c'était comme ça, mais ça va être amélioré dans la prochaine version. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est avec SolidWorks connecté, on peut maintenant utiliser toutes les versions de simulation, de SolidWorks Simulation. Merci Eric pour le complément. Ensuite, donc là, grosse nouveauté, ça concerne la gestion du cache local. Alors, le cache local, c'est quelque chose, vous êtes peut-être pas tous familiers, mais c'est assez important. En fait, souvent, on pouvait arriver à en fait avoir des fichiers présents dans notre cache local qui n'étaient pour lesquels en fait les informations sur ces fichiers n'étaient pas synchronisées, donc ils étaient obsolètes par rapport aux infos du serveur. Donc les informations, ça va être toutes les propriétés PLM, les statuts, etc. Avant, là, on pouvait seulement supprimer, donc faire un delete from this PC de l'ensemble de ces fichiers et de recharger tous les fichiers depuis la plateforme pour avoir les mises à jour. Euh, Maintenant, on a la possibilité, en fait, justement, de faire ces refresh dans le cache directement et de spécifier si on veut euh, recharger, faire un refresh de l'ensemble des fichiers ou seulement certains fichiers. Et on aura d'ailleurs aussi une petite fenêtre qui indique qu'en bas à droite, le nombre de fichiers qui sont en train d'être rechargés, le temps estimé, etc. Et ça se fait en arrière-plan. OK?
Ça, c'est assez sympathique. Ensuite, donc nouveauté, donc qui est en lien d'ailleurs avec la nouveauté qu'on vous avait déjà présentée durant la dernière release, durant la release donc R2024 XGA en fin d'année dernière. Donc si vous vous rappelez bien, vous avions présenté l'option Remove Cat Family qui permet dans le cas où on a une part SolidWorks avec plusieurs configurations qui ont été converties en physical product, justement de convertir ces configurations automatiquement en représentation et également de bloquer la possibilité d'avoir de nouveaux physical products comme configuration lorsqu'on crée justement de nouvelles configurations. Donc ça, c'était l'option de l'année dernière. Maintenant, la nouveauté euh, pour cette FD1, donc ça va être dans la même logique. Donc on va pousser encore cette stratégie de fichier, on va dire mono physical product, c'est-à-dire de gérer toutes les configurations seulement avec un physical product ou en dessous on peut avoir X représentations. Donc maintenant, dans les options du système directement, on peut justement bloquer cette logique d'avoir qu'un seul physical product par fichier. Donc si vous activez l'option là, qui s'appelle, voilà, là en anglais, Allow a Single Physical Product in New Parts and Assembly. Euh, donc on va bloquer justement cette logique et on aura au niveau des configurations du panneau du gestionnaire de configuration, vous verrez, vous voyez justement que on peut plus créer de nouveaux physical products, donc l'option est grisée et on peut seulement créer de nouvelles représentations qui vont qui vont être utilisés comme configuration. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est tout ça pour dire, voilà, ça suit la même logique et maintenant ça fait partie des options du système directement dans SolidWorks. Ensuite, hop, je passe à la suite. Alors là, hop, voilà, je suis revenu, je suis parti un peu trop loin. Super. Donc, autre nouveauté euh, qui arrive avec la FD1, c'est que maintenant, quand on a un fichier qui a été mis à jour pour être compatible avec 3D Experience, donc c'est l'option Enable 3D Experience Integration, Compatibility, pardon. Donc maintenant, on n'a plus l'option dans les options du système de voir justement les deux gestionnaires de configuration, le traditionnel et le nouveau, on va dire le gestionnaire 3D Experience de configuration. Donc maintenant, euh, dès lors qu'on a mis à jour un fichier pour la compatibilité 3D Experience, on voit exclusivement euh, le nouveau gestionnaire de configuration avec justement les physical products et les représentations. Et pourquoi? Tout simplement parce que lorsque les fichiers ont été mis à jour, il n'y a plus d'utilité d'afficher l'ancien gestionnaire. Ça pouvait complexifier la compréhension. Et voilà, c'est pour ça que ça a été enlevé. En fait, avant, on pouvait soit avoir le nouveau, soit avoir les deux. Maintenant, avec la FD1, ce n'est plus le cas. Euh, donc tout, L'objectif ici, il est vraiment en fait pour les nouveaux utilisateurs SolidWorks, en fait, de les orienter de ne pas utiliser les configurations et donc les représentations graphiques pour tout ce qui est question de position et tout ça, mais d'éviter d'utiliser les configurations de SolidWorks pour se retrouver à avoir plusieurs physical products pour afficher dans la plateforme. C'est ça l'objectif à terme. exactement, ouais. Merci Jean-François. Donc toujours là, on parle encore là de 3D Experience Compatibility. Donc là, on a une nouvelle opération disponible dans le planificateur de tâches. Donc justement, on va pouvoir mettre à jour en batch, donc par lot, des fichiers SolidWorks pour assurer justement leur compatibilité avec la 3D Experience. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Justement, ça va convertir. Donc ça va prendre pour chaque fichier, il va avoir une conversion des configurations SolidWorks présentes dans ce fichier, soit en physical product, soit en représentation. Voilà, cet utilitaire 3D Experience Compatibility fait uniquement ça. Donc, et par contre, c'est très important parce qu'avant une migration, justement, c'est très utile de s'assurer que tout est en ordre avant d'enregistrer sur la plateforme. Là, je précise bien, c'est un utilitaire qui n'enregistre pas directement. C'est une opération qui permet juste de mettre à jour et de mettre à jour par rapport au concept, à la terminologie 3D Experience. Et l'avantage, c'est qu'on peut également le lancer sans ouvrir SolidWorks et sans même avoir nécessairement le connecteur. Mais attention, je précise, il faut avoir minimum, si on travaille avec un SolidWorks Desktop, il faut avoir au minimum SolidWorks 2024 SP1. Euh, voilà.
Donc là, c'était donc ensuite, au niveau de l'assistant justement de migration, du File Preparation Assistant, on a des nouvelles vérifications, donc des checks supplémentaires pour aider à nettoyer la donnée avant migration. Donc d'abord en un, il y a une conversion silencieuse entre guillemets qu'on ne voit pas, enfin qui se passe en arrière-plan, de toutes les anciennes extensions SolidWorks au format actuel. Alors quand je parle d'anciennes extensions, ce sont de très très vieilles extensions. En fait, c'est des points .prt, points .asm. Donc j'ai pas la date exacte, mais en fait, c'est des extensions qui existaient donc avant 1998. Donc voilà, j'avoue, je n'étais pas né, donc je pourrais pas vous en dire plus. Et voilà, justement, ça fait la conversion de ces anciennes extensions au format actuel que vous connaissez tous, SLDPRT, SLD, ASM, etc. Donc ça, c'est en un. En 2, il y a également détection des configurations obsolètes. Une configuration obsolète, c'est quoi? C'est lorsqu'une configuration elle est utilisée en fait c'est lorsqu'on a une configuration utilisée dans un assemblage qui a été supprimée dans la pièce et que l'assemblage n'est pas mis à jour. Donc voilà, là on a juste un avertissement qui nous dit si dans certains fichiers on a ces configurations obsolètes. Et en 3, il y a également détection si un fichier est incompatible avec la plateforme. Là c'est ce que vous voyez, detect file incompatible with Fluid Experience. Alors attention, le terme est un peu trompeur. Cela ne dit pas si un fichier peut être sauvegardé ou non. Cela dit seulement si, justement, le fichier SolidWorks, il a été passé à la moulinette de la conversion au niveau des configurations. Donc, grosso modo, si vous avez lancé ou non l'outil qu'on vient juste de voir dans le planificateur de tâches. Update for 3D Experience Compatibility. Voilà, je répète, ça ne dira pas si le fichier est corrompu, qu'il ne peut pas être sauvegardé. Non, ça regarde juste si au niveau compatibilité 3D expérience, il y a eu la conversion des configurations SolidWorks en, euh, en physical product ou représentation. Et je précise bien, dans les deux cas, ce sont juste des avertissements. Il n'y a pas de blocage au niveau de la migration, du batch upload, de la migration, de la sauvegarde par lot. Voilà. Donc là, c'était assez important de signaler. Hop, je passe à l'autre nouveauté. Donc là, juste petite amélioration, ce sont les attributs PLM des propriétés personnalisées, des représentations qui sont reliées à un produit physique parent. Euh, donc en fait maintenant, en fait auparavant, pour une propriété PLM 3D Experience, il n'était pas possible de lier une valeur pour une représentation d'un produit physique parent. Donc là maintenant, on a justement le lien, la synchronisation entre les deux. Donc ça c'est une bonne nouvelle justement quand on doit gérer des configurations qui ont été transformées en représentation. Euh, alors là, très très grosse nouveauté qui a été longtemps demandée par nos utilisateurs, c'est la génération automatique des mises en plan en DWG et en DXF. Donc ça, c'était très attendu. Avant, on avait une solution partielle, on va dire semi-automatique, en passant par le planificateur de tâches. Mais maintenant, si vous définissez avec la console admin une règle de conversion, donc là, justement la règle de conversion que vous voyez à l'écran, on peut générer automatiquement des DWG, des DXF depuis les mises en plan. Et par contre, attention, il faut installer le Derive Format Converter. Voilà. Ensuite, j'enchaîne. Ce serait que le temps file. Alors ça c'est assez important aussi. On peut gérer et déployer le fichier à la fois SolidWorks Setting et le fichier Toolbox Database sur la plateforme directement sur la plateforme 3D Experience. Ça permet quoi? Ça permet de s'assurer que tous les utilisateurs d'un maintenant travaillent avec les mêmes settings SolidWorks ou les mêmes settings de la Toolbox sur la plateforme. Euh, Une, ouais, une vas-y. petite astuce ouais, sur cette utilitaire-là au niveau des gens qui utilisent SolidWorks Desktop avec US par rapport à Connected. Il faut partir d'une image administrative. Donc, il y a une petite documentation qui a été réalisée pour ce point-là que vous trouvez. Hein. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous en avez besoin, mais il y a une subtilité pour les gens qui veulent mettre ça en œuvre avec SolidWorks Desktop et US. Ok, merci Jean-François. Hop, je continue. Grosse nouveauté également, très attendue, le piping enfin compatible pour les utilisateurs SolidWorks Desktop qui sont connectés à la plateforme avec le connecteur. Avant, c'était possible qu'avec SolidWorks Connected. Maintenant, en fait, on va pouvoir intégrer et gérer
les librairies de piping sur la plateforme. Voilà. Que, très important. Alors, je passe rapidement parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de nouveautés, mais voilà, on n'a pas trop le choix. Alors là, si non, petite nouveauté, c'est au moment de la sauvegarde, quand vous sélectionnez votre bookmark, vous avez accès maintenant à une liste de bookmarks qui ont été récemment ouverts. Donc là, ça fait gagner un temps fou de sélectionner les bookmarks plutôt que de chercher dans l'ensemble de vos bookmarks. Petite nouveauté, donc je passe vite également ici, c'est juste pour repositionner ou même complément caché la commande Work Under. Donc là, dans le cas où vous travaillez euh, avec du change, donc des change actions. Nouvelle fonctionnalité. Alors là, donc là, pareil, j'appuie un peu plus, qui donc parce qu'elle a été très demandée et qui était alors juste disponible quand on touchait aux clés de registre. Maintenant, à la première sauvegarde en interactif ou en batch, donc par enregistrement par lot, pour de la donnée déjà existante qui a déjà été révisée, on peut faire démarrer le schéma de révision dans la plateforme à partir d'une certaine révision. Donc ça, c'est important. Je passe vite, mais voilà, ce sont quand même des grosses fonctionnalités qui nous ont souvent été demandées. Alors, on continue juste là sur les propriétés PLM. Le panneau qui permet le panneau d'affichage des propriétés. Auparavant, on pouvait seulement consulter les propriétés. Maintenant, on peut les modifier directement dans l'interface SolidWorks. Ça, c'est Ouais, ça c'est le panneau qui est dans l'interface SolidWorks, hein, c'est dans l'interface. exactement, On savait pas faire ça, hein, éditer les propriétés plateforme. exactement. Donc ça voilà. Ça, c'est important, ouais. Euh, alors également, donc là, c'est un outil alors qui permet en fait, qui vous aide à à réparer donc les références cassées. Donc voilà, alors ça peut-être donc vous verrez en fait avant il fallait euh, soit tout supprimer, soit tout recharger. Maintenant on peut recharger seulement certains fichiers. Donc là ça améliore aussi l'expérience utilisateur et c'est aussi des messages beaucoup plus clairs. Là, hop. euh, Ok, donc là, je l'ai passé. Ça, c'est bon, on avait vu. Ouais, désolé, je suis remonté un peu en arrière. Voilà. Ensuite, donc là, ça concerne le UN, donc le numéro d'article, en fait, l'Enterprise et Item Number. Euh, Ça, c'est une fonctionnalité qui était très attendue également. Maintenant, on peut faire démarrer le compteur à une valeur prédéfinie et pas forcément commencer par 1. Voilà. Euh, Alors ça, c'est propre seulement au connecteur. On a une nouvelle boîte de dialogue, également une notification qui apparaît quand on a bien établi la connexion avec la plateforme. Le Sharefile, donc là, peut-être vous l'avez déjà remarqué, mais donc là, le Sharefile, juste une nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche. Elle permet en fait pourquoi? Bah parce que on a unifié justement cette boîte de dialogue concernant tous les partages. En fait, on pouvait faire un partage sur une communauté, partage vers l'extérieur. Et donc là maintenant, en fait, on a tout unifié dans la même interface, dans le même boîte de dialogue, et après le Ouais. Sharefile est similaire. Voilà. Et on gagne en praticité parce qu'avant, on était obligé de choisir le format d'export et on avait la boîte de dialogue après. Là, maintenant, en fait, vous pouvez changer le format d'export dans la boîte de dialogue direct. Exactement. Ouais. Un peu plus pratique. Euh, Alors là, donc là, c'est juste pouvoir sélectionner. En fait, là, c'est une nouveauté qui s'applique que pour les utilisateurs, pardon, qui travaillent à plusieurs organisations. Donc maintenant, on a à la fois l'affichage du collapse CS et de l'organisation, et on peut sélectionner lors de la sauvegarde en fait, c'est ce, voilà, ce duo donc d'espace de collaboration et d'organisation pour ne pas se tromper au niveau des droits d'accès. Les tutos, alors ça par contre aussi je l'ai mis parce que c'est assez important. Pour les utilisateurs de SolidWorks Connected, on n'avait pas accès aux tutoriels qui étaient dispo comme on pouvait l'avoir dans une version desktop. Maintenant c'est le cas, on a des tutoriels qui peuvent être accédés directement dans SolidWorks et qui sont adaptés à SolidWorks Connected. Donc voilà, ça, c'est une bonne chose pour prendre en main le logiciel pour des nouveaux utilisateurs. Et enfin, on va finir. Alors là, on a quelques nouveautés qui sont aussi présentes côté desktop, qui sont présentes côté desktop dans la SP1, hein, je précise. Donc là, on est dans Connected, donc forcément là, dans Connected, on travaille avec la dernière version de SolidWorks. Donc ici là, ça concerne les listes
de coupe. Donc en fait, quand on travaille avec des éléments mécano-soudés, on peut maintenant copier une propriété propre à un élément de votre code list à d'autres éléments, soit l'ensemble des autres éléments, soit un élément spécifique. Ça, on pouvait pas le faire avant. Également pareil, donc qui arrivait donc avec la SP1, de pouvoir mesurer les rotations angulaires en roulis, lacets ou tangage entre des systèmes de coordonnées. Ça, c'est assez important. C'était une fonctionnalité qu'on avait seulement au niveau des assemblages. Maintenant, on l'a également au niveau des parts. On peut afficher cet outil en fait d'évaluation de performance, d'afficher le nombre de triangles graphiques par corps, euh, oui, voilà, par body dans une part. Et c'est assez important pour se rendre compte justement de ce qui est le plus gourmand en ressources dans une part. Et ça, Euh, c'est des fonctionnalités propres à Connected, hein. Elles existent déjà dans Desktop, hein. Exactement, ouais. Euh, et alors ici, donc là, juste le fait de pouvoir convertir, et enfin en fait directement définir comme entité, enfin en fait comme géométrie de construction, euh, une entité qu'on a créée à partir de l'outil Convert Entities, hein. Donc, voilà, avant il fallait faire en 2 temps, maintenant on a juste une option en plus pour définir en géométrie de construction. Euh, voilà, donc là aussi on supporte voilà les fichiers 3MF qui contiennent des structures en treillis. L'intégration, en fait, là, maintenant, on a également disponible, ça c'est assez important, le breadcrumbs. Donc, en fait, c'est le fil d'Ariane. Breadcrumbs, c'est voilà, c'est fil d'Ariane, c'est ce qu'on appelle, là, c'est ce que vous voyez dans l'encadré rouge. C'est le fait, en fait, de pouvoir que quand on fait une sélection, on peut sélectionner euh, plus spécifiquement, soit une arête, soit une part, soit une face, soit même une contrainte. Et justement, ce fil d'Ariane n'était pas présent dans le mode LDR, Large Design Review. Maintenant, il est dispo et je vous invite à le tester. Donc, tester à la fois le mode LDR qui permet une meilleure navigation, navigation beaucoup plus fluide lorsqu'on travaille avec des gros assemblages et d'utiliser justement ce fil d'Ariane euh, pour sélectionner vos éléments. Folder préfixe. Donc oui, donc ça c'est aussi une nouveauté. Ça permet en fait, euh, on a l'ajout de préfixes dans le nom de ces répertoires, de ces dossiers. Là, en fait, les préfixes, je pense, les petits symboles là, que vous voyez, donc les plus, les traits, et ça va vous dire si à l'intérieur de ce dossier, vous avez des composants qui sont soit sur contraint, soit sous contraint, soit fixes, etc. Voilà. Donc là maintenant, on a ces petits logos qui s'ajoutent au niveau du nom des dossiers. Petite fonctionnalité côté connected, quand on fait un double clic dans un fichier qui est stocké en local, cela ouvre directement connected. Ça c'est pas mal. On perd pas de temps à ouvrir connected depuis la plateforme par exemple. Et ah oui, donc la dernière nouveauté aussi. Alors là pour le coup ça c'est euh, en fait c'est maintenant tous les services packs dans les services packs côté desktop, vous aurez également l'ajout de fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités. Et il faudra pas attendre la release principale, on va dire, côté desktop pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Donc maintenant, on va pouvoir avoir, voilà, toutes les améliorations qu'on connaît dans Connected vont pouvoir également se trouver dans Solidor Desktop. Euh, voilà, c'était tout pour l'instant pour ma partie. Jean-François, je te laisse continuer sur DriveSite. Ouais, merci Florian, merci pour la Merci. Ouais. présentation. Moi je vais partir hop là, ouais, sur DraftSite. DraftSite, petite nouveauté en fait au niveau de l'interface avec la gestion des templates en fait centralisée. On va avoir la possibilité de gérer automatiquement en fait de stocker les templates dans la plateforme et surtout de pouvoir après les utiliser, donc créer un nouveau dessin à partir du template dispo dans la plateforme avec une gestion en fait hein, des statuts aussi hein, sur ces templates-là. C'est-à-dire qu'on peut garder des templates en brouillon et donc qui ne seront pas utilisables tant qu'ils n'auront pas été rendus valides. Ok. Ouais, donc là, c'est l'utilisation, à partir du moment où on va l'avoir, en fait, hein, quand on va démarrer un nouveau fichier après, en fait, on le fera directement dans le navigateur de la plateforme sur DraftSite à droite ici. C'est directement ici qu'on ira chercher le template qu'on a besoin, le nouveau nom de notre fichier, et automatiquement, ça nous ouvrira un nouveau fichier dans DraftSite.
Donc, valable pour drive side connected et drive side classique. La partie SolidWorks Electrical, donc là, en fait, alors ESX, hein, pour le rôle ESX, on va avoir en fait une option pour activer le zoom automatique sur les vues. Donc, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, quand je veux ouvrir le fichier automatiquement maintenant, il est zoomé, en fait, les différents folios vont être zoomés sur la vue. Ça, c'était voilà, ce qu'on avait avant et ce qu'on retrouve maintenant, ça zoome direct. Ça, c'est un gain hein. Aussi la possibilité de partager en fait pour améliorer la collaboration entre les différents utilisateurs, en fait la possibilité pardon de partager des informations sur le projet électrique en fait ici par le copy link directement. Donc si on veut renvoyer à un autre utilisateur les informations vers un autre utilisateur, bah, dans un commentaire, dans une guide, on peut copier le lien directement sur le composant dans la bibliothèque électrique. Ok. Ensuite, je vais passer la main sur pour la partie simulation à Eric. C'est de nouveau Voilà. Attends, on t'entend pas moi. bien. Ouais. C'est vrai? Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, bon, c'est de nouveau moi, j'ai dit. Alors, slide suivante, JF. On a rajouté deux nouvelles conditions limites sur le rôle structural designer. Donc, on peut rajouter, on peut sélectionner, on va dire, rajouter de la masse sur une pièce, rajouter, même si elle a déjà une certaine densité qui lui est allouée, on peut lui, voilà, rajouter de la masse. Et aussi le fait de pouvoir aussi faire une remote inertia, donc une masse à distance, on va dire, un peu sur le même principe du chargement à distance, où là, bah, cette fois-ci, on rentrera des propriétés masse. Slide suivante. On a également amélioré le connecteur soudure. En fait, il y avait une limitation quand on utilisait la méthode support boundary pour pouvoir créer ce connecteur soudure. Quand on utilisait une même pièce, une soudure qui est faite sur la même pièce, c'est ce qu'on a à l'écran là, hein, c'est la même pièce, c'est pas une pièce différente, on va dire, entre l'arête et la face. Donc là, on pouvait pas le faire avec cette méthode-là auparavant. Donc là, on a amélioré on va dire, cette option-là pour pouvoir rendre compatible avec une pièce sur laquelle on va créer une soudure sur elle-même. Slide suivante. Toujours sur la partie connecteur soudure, on a rajouté une option qui s'appelle Fill Gap quand on va créer les soudures. Donc des fois, quand on crée les soudures, donc on peut avoir, on va dire, un gap entre l'arête qu'on a sélectionnée et la surface qui est en face, on va dire. Et même des fois, on va dire, cette distance n'est pas obligatoirement homogène. Elle n'est pas uniforme. Donc la limitation, c'est que ça pouvait créer, on va dire, des éléments qui n'étaient pas obligatoirement de très bonne qualité ou des éléments qui s'intersectent. Donc là, avec l'option Fill Gap, on va vraiment pouvoir suivre parfaitement la surface support. Euh, Autre amélioration concernant gérer, on va dire, la création d'un connecteur. Donc quand on crée un connecteur, par défaut, il n'a pas le nom du type de connecteur qu'on lui applique. Typiquement, si je crée un connecteur de type soudure, il ne va pas s'appeler Line Fastener, il s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelle, Free ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a une option qu'on peut rajouter qui va permettre justement de rajouter, on va dire, une chaîne de caractères qui va permettre de plus facilement identifier le type de connecteur qu'on a créé. Euh, Sur la partie, sur les rôles un peu plus avancés de structure, donc on a des méthodes qui permettent de créer automatiquement des maillages quand on a des assemblages. Là, on va pouvoir maintenant créer automatiquement une abstraction shape. Donc on pouvait déjà créer automatiquement une abstraction shape quand on faisait une extraction de mid-surface, par exemple, mais pas de façon générale sur tout un assemblage quand il n'y avait pas obligatoirement d'opérations, je dirais, géométriques à faire. Donc là, maintenant, on s'est fait, on va dire, automatiquement sur un assemblage sur sur toutes les pièces, même s'il n'y a pas obligatoirement d'extraction de mid-surface. On a aussi implémenté une nouvelle fonctionnalité qui permet de générer du maillage symétrique. C'est-à-dire que si on a une pièce qui va être utilisée, on va dire, qui est symétrique, au lieu de créer manuellement un autre maillage, en fait, on va utiliser le maillage source et on va directement le symétriser. Donc, ça permet de faciliter, on va dire, un peu la mise en données, et surtout d'avoir un maillage et on va dire identique au maillage que de la pièce originale qui est l'autre côté de la symétrie, on va dire. Ouais. Sur la partie simulation axis-symétrie, donc on pouvait déjà en faire hein, auparavant, sauf qu'on avait, on va dire, un scope qui était assez limité. On pouvait principalement faire une étude structurelle, linéaire ou non linéaire. Maintenant, on peut même faire de la thermonique, de la thermomécanique, on peut faire différents types de steps aussi.
On peut même faire, même rajouter comment ça s'appelle, un préchargement de la précontrainte avec des boulons. Donc en fait, on a vraiment étendu, on va dire, les capacités, les possibilités de faire le type de simulation qu'on pouvait faire avec les simus axisymétriques. On a également remplacé une application dans les packages, notamment Durability Mechanics Engineer, Structural Mechanics Engineer et Fluid Dynamics Engineer. Donc, on avait une application avant qui s'appelait Simulation Model Preparation, qui permet de faire un peu de simplification de géométrie, par exemple lisser des congés, ce genre de choses-là. On l'a remplacé par une nouvelle application qui s'appelle Geometry Idealization Essential. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elle était limitante, on va dire, la précédente application. On pouvait pas faire d'extrusion, on pouvait pas faire de poche, par exemple, ce genre de choses-là. Là, avec la nouvelle application, on va pouvoir faire vraiment faire de l'édition de CAO, quoi. On va pouvoir faire des extrusions, des poches, des révolutions, et on va également pouvoir faire une fonctionnalité qui s'appelle Conformal Volume. Je vais en parler un petit peu après. Et ça qui va avoir un impact très important pour la partie fluidique, et notamment aussi dans le futur. Concernant les user subroutines, on peut maintenant directement charger une subroutine qui n'a pas été compilée. Donc ça enlève, on va dire, la dépendance à la compilation de la user subroutine qui ça dépendait en fait un peu de l'OS avec laquelle on le générait. Sur la partie durabilité, donc fatigue, il faut savoir que le modèle de fatigue est stocké dans les propriétés matériaux. Donc, si on veut changer d'un modèle de fatigue, en fait, il faut changer de matériau. Donc, si on change de matériau, on doit refaire tourner entièrement la simulation. Là, on a rajouté une fonctionnalité qui permet en fait on va dire, remplacer les propriétés d'un matériau sans vraiment changer de matériau. Et donc, on va dire, la valeur ajoutée de ça, c'est si on veut tester différents modèles de fatigue sur une simulation, on n'est pas obligé de refaire tourner toute la simulation, c'est-à-dire simulation structurelle et simulation fatigue. On peut juste, en fait, appliquer, on va dire, faire le override du matériau, des propriétés du matériau, et on va juste refaire retourner la partie fatigue et non pas toute l'étude. Sur la partie calibration des matériaux, on peut faire un moyennage de courbes. Donc, si on importe plusieurs courbes parce qu'on a fait on va dire plusieurs séries d'essais pour un même matériau, on va pouvoir moyenner ces matériaux. Donc ça permet on va dire de lisser souvent un peu les courbes. On a également aussi d'autres calibrations, d'autres modèles compatibles avec la calibration des matériaux, notamment le Haute-Zafel Ogden, hein, qui est un matériau non linéaire. Voilà. Sur la partie durabilité, donc fatigue au niveau des soudures, on a également amélioré les guideline methodology pour l'approche FKM. Il faut savoir que l'approche FKM était déjà disponible depuis une ou deux releases sur la plateforme pour pouvoir faire justement de la fatigue sur la soudure. Donc là, on a travaillé sur l'aspect méthodologie. Concernant la partie fluidique, on a amélioré la condition limite de type body force. Ça a été déjà disponible, sauf qu'avant, on était obligé d'avoir une body force de type constante. Donc là, maintenant, on va facilement pouvoir la faire varier en fonction du temps. Donc l'application typique qu'on va avoir, c'est de pouvoir faire du sloshing, du ballottement. On n'est pas obligé de vraiment faire tout bouger le maillage. On peut là piloter, je dirais, l'accélération, ce qui va virtuellement faire comme si subissait différentes accélérations, donc comme si le maillage bougeait, on va dire. On a aussi retravaillé la définition des plans de coupe. Donc typiquement, on a modifié déjà la fenêtre où on a rajouté plus d'options pour pouvoir, on va dire, créer ces plans de coupe. Et on a aussi rajouté une fonctionnalité qui permet de faire des, des crops, faire des frontières sur le plan de coupe. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un plan de coupe qui va traverser, entre guillemets, tout notre domaine fluide. On peut se focaliser sur un endroit, donc sur un petit rectangle, on va dire. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran. Là, par exemple, le plan de coupe, il va pas traverser tout le boîtier, il va se focaliser sur, on va dire, la partie centrale du boîtier. Ça, c'est dans la continuité de ce que je viens d'expliquer. Est-ce que tu peux... Ouais, slide suivante. Je parlais notamment de cette nouvelle application pour pouvoir faire de la modification de géométrie. Donc, une des nouvelles fonctionnalités qui va avoir un impact dans les prochaines versions. Alors, je vais pas nommer de version exactement, mais qui va vraiment impacter
un workflow futur dans FMK, c'est le fait de pouvoir, on va dire, d'extraire des volumes fluides et surtout d'avoir des volumes fluides conformes avec des volumes solides. Ça veut dire que quand on va extraire un volume fluide, on va dire, attention, ce volume fluide est en contact avec ce solide-là, il y a telle face en commun avec ce solide-là, etc., etc. Et ça va avoir beaucoup de répercussions, je dirais, dans les prochaines versions de FMK, parce qu'on va notamment faire des modifications de la partie génération maillage. Sur la partie IMAG, on peut maintenant récupérer dans CST des paramètres géométriques qui ont été on va dire, générés sur Part Design, sur Katia, sur la plateforme. On va également, sur la partie chargement des résultats, on va pouvoir sélectionner les types de résultats qu'on veut charger. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ceux qui font de la simulation savent très bien que quand on fait des choses, surtout des simulations transitoires, par exemple, ça peut prendre énormément de données, plusieurs gigas, voire des fois plusieurs centaines de gigas. Et donc là, on va pouvoir justement limiter le chargement des résultats à un type de résultat qu'on veut voir précisément. On va également, on intègre de plus en plus la partie Opera dans le rôle Electromagnetic Engineer. Donc, pour rappel, Opera, c'est la partie qui permet de faire de la basse fréquence, donc notamment des simulations avec des aimants. Donc là, on va pouvoir récupérer toute la partie post-traitement de Opera et les visualiser dans Electromagnetic Engineer. Il faut savoir qu'on a déjà commencé à intégrer quelques-uns des solvers de Opera dans Electromagnetic Engineer. Donc l'objectif, hein, je veux dire à moyen et à long terme, c'est vraiment d'intégrer entièrement Opera, les possibilités, les capacités de calcul d'Opera dans les Electromagnetic Engineer. Sur la partie plastique, donc ça c'est un travail continu qui est fait par mes collègues. C'est des partenariats avec les fournisseurs de matières premières. Donc là, dans cette version, on a 281 nouveaux polymères qui ont été rajoutés à la base de données. Donc ça continue, hein. On a vraiment une base de données qui commence à être de plus en plus complète et surtout avec des données, parce que ça ce sont des données qui sont certifiées par les fournisseurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a retranscrits, on a refait des boucles avec eux pour vérifier que ça correspond, les comportements physiques correspondaient bien à leur matière. Donc c'est vraiment des données de très très bonne qualité. Je vais parler un tout petit peu de Katia, mais plutôt sur des rôles Katia, mais principalement en fait sur la partie qui parle un peu de simulation, notamment avec EcoDesigner. Donc dans EcoDesigner, donc on a, on va dire, facilité comment dire, la définition des activités humaines quand on a plusieurs parts dans un assemblage. Auparavant, on devait aller sélectionner une part d'un assemblage ou un physical product, excusez-moi, je vais parler plateforme. On devait ensuite, pour chaque physical product, assigner des activités humaines qui allaient avoir justement des impacts sur le bilan carbone, sur les différents bilans. Là, maintenant, on peut directement sélectionner, je sais pas, une dizaine, quinzaine de parts, c'est ce qu'on voit. Là, on a fait plusieurs sélections et assigner des activités humaines à l'ensemble de ces sélections-là. Donc, ça permet de réduire énormément on va dire, la mise en données de l'étude de l'impact écologique sur un assemblage. Concernant l'optimisation topologique, on a intégré des critères justement d'éco-designer dans GDE, dans l'optimisation topologique. Donc, si on regarde à gauche, il y a au milieu la colonne, pas la colonne, mais le paragraphe Sustainability, où là, on va vraiment pouvoir prendre en compte des activités humaines dans la génération de l'optimisation topologique. Et sur l'image que l'on voit à droite, c'est au niveau de la comparaison, au niveau du trade-off. On va pouvoir intégrer justement, inclure des KPI liés aux études sustainability pour pouvoir choisir, on va dire, la meilleure conception. Merci Eric, top. Vous avez montré bien mis en avant les fonctionnalités avancées et la puissance de la plateforme sur toute la partie simulation. Je prends la main à mon tour hein, pour parler de la partie gouvernance, hein, toute la partie des rôles liés à Enovia.
On va démarrer en fait avec pas mal de nouveautés déjà sur le rôle de base, hein, le rôle de IFW. Donc dans 3D Swim, en fait, nouvelle interface. Vous avez dû vous en rendre compte hein, au niveau de l'interface depuis la mise à jour de 3D Swim, hein, puisqu'on va avoir un bandeau spécifique avec sur la gauche, hein, avec les communautés, les conversations, l'accès directement beaucoup plus facile à pas mal d'infos et plus clair aussi hein, au niveau de l'interface. Les différents types d'affichage avec l'affichage large view pour voir plus clair. Quand on va créer un poste, on accède non seulement aux différents types de postes, mais aussi aux différents objets disponibles dans un poste, comme le whiteboard, comme les stories, des choses, voilà. C'est plus aéré et plus pratique à utiliser. Et aussi, dans la mise en page des postes, en fait, l'accès à ce qu'on appelle le texte riche, hein, et donc la possibilité de créer des paragraphes, de créer du texte en gras, du texte, enfin, des décalages, et ainsi de suite. Donc, l'insertion d'images beaucoup plus simple et bah, plus pratique pour la mise en page de posts qui, du coup, va être plus facilement lisible derrière. Toujours dans le 3D Swim, pardon, l'accès donc sur la gauche hein, donc aux différentes possibilités. Donc on a vu les communautés, l'accès à des appels, hein, l'accès aussi à la section Mi, et ainsi de suite. Dans l'application 3D Whiteboard, l'application 3D Whiteboard, la possibilité de rajouter directement ici des hyperliens en fait, hein, directement dans le whiteboard. Donc le whiteboard va vous permettre de mettre des images, de mettre des éléments, d'accéder aussi aux annotations, de rajouter des post-it, de pouvoir bouger aussi les éléments avec les poignées, de pouvoir les réintégrer. Donc le whiteboard aussi, dans une discussion, c'est plutôt un outil pratique pour échanger à plusieurs autour d'un produit. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Dans les fonctionnalités de search, donc le 3D Search lui aussi a évolué. Vous l'aviez en fait en version bêta, il apparaissait en version bêta jusqu'ici, et là du coup la version bêta est venue, la version définitive toujours la possibilité en bas hein, de switcher vers l'ancienne version. L'objectif, c'est de retrouver plus facilement et de façon mieux ordrée en fait une recherche, puisque directement en fait, il va nous sortir les tags qui correspondent. Donc honnêtement, la recherche est grandement améliorée. Et puis donc forcément avec cette recherche, on a pu perdre pour certains la recherche dans l'onglet. Ben, c'est juste qu'elle a été, elle a changé de place. La recherche dans un onglet, elle se passe directement sur l'onglet dans la petite loupe ici. Hein, là où avant on allait chercher dans le menu. Donc on a toujours cette fonctionnalité de recherche dans le clé. Sur les 6W tags aussi, sur la gauche, hein, quelques améliorations, notamment avec le bouton maximise qui va permettre d'augmenter en fait la zone et du coup faciliter la création des filtres et des balises. Ça c'était aussi plutôt pratique. Et puis donc d'augmenter bah, forcément la largeur de la section hein, pour avoir une vue un peu plus détaillée. Ça c'était un peu un blocage jusqu'ici. La prise en compte dans 3D Drive en fait des documents OpenOffice, donc le stockage en fait de ces documents-là dans 3D Drive. Dans le même esprit, bah, forcément la prise en compte de ces mêmes documents, pardon, OpenOffice avec le 3D Play. Ça aussi c'était des demandes que l'on avait. Hein. Toujours dans 3D Play, on a aussi amélioré le chargement du contenu à partir de 3D Swim et 3D Drive, en fait, où on va avoir un flou sur l'aperçu jusqu'à ce que le contenu apparaît complètement. L'objectif, c'est de pouvoir voir, en fait, si c'est un gros chargement, être sûr qu'on est en train de charger le bon élément et donc de laisser continuer jusqu'à la fin. Euh, une nouvelle option ici à cocher qui est inclure les propriétés graphiques du produit dans 3D Play. Ça va permettre de conserver les propriétés bah, quand on va partager, notamment dans les commentaires. Par exemple, la couleur, tu vois, quand on va partager cette image, elle gardera en fait ses propriétés graphiques dans le commentaire. Des nouvelles fonctionnalités, toujours dans 3D Play, sur la lecture des fichiers Excel, avec l'accès aux onglets de Excel, la barre de navigation. Donc, on a amélioré ici la navigation. La possibilité de changer le fond d'écran. Alors ça, on va dire aujourd'hui, ça concerne surtout les documents DraftSight, hein, les DWG, AutoCAD DraftSight, avec une bascule rapide en fait en fond noir, fond blanc.
Toujours sur 3D Drive, sur 3D Dashboard, pardon, on va pouvoir définir en fait un dashboard comme template. On va pouvoir prendre n'importe quel dashboard que l'on a déjà créé et pouvoir se le définir en tant que template et pouvoir le réutiliser quand on va avoir besoin de créer un nouveau dashboard avec une nouvelle présentation. Voilà pour la partie le rôle IFW, le rôle de base. On va avoir la partie CSV, donc le rôle collaboratif, hein, avec les différentes nouveautés, notamment en ce qui concerne Bookmark. Donc, dans Bookmark, on a une nouvelle commande qui va permettre d'ajouter directement ici dans une ligne, on va dire, hein, dans Bookmark, un lien URL. Donc, on va pouvoir copier, coller directement, ça sera représenté sous une ligne directement, comme un objet. Dans Document Management, pas mal d'évolutions dans cette apps, hein. Il y a une nouvelle commande qui s'appelle itération de fichier qui est désormais disponible. Alors, elle est disponible dans le menu contextuel, hein, de l'onglet fichier lorsqu'on est sur un document. Les itérations, globalement, c'est comparable un peu, on va dire, aux branches ou aux versions dans PDM. On va pouvoir télécharger ou restaurer une itération d'un fichier sélectionné. Si on restaure une ancienne itération, elle devient la dernière itération dans la liste. Toujours dans le document de management, en fait, on va pouvoir filtrer et rechercher dans la liste des fichiers en fonction des critères qu'on a spécifiés. Et puis, on a aussi accès directement ici aux commandes verrouiller, déverrouiller, accessible directement dans la barre d'outils. Et puis, on va voir une image aussi, une miniature sur. Encore dans Document Management, ou pas mal d'évolutions, hein, on va pouvoir directement ici télécharger les fichiers à partir d'un document sous la forme d'une liste sans structure. Avant, en fait, quand on sélectionnait plusieurs documents et qu'on faisait télécharger, systématiquement, il nous faisait un zip avec un dossier pour chaque document, un dossier qui portait le nom du document, le name au niveau de la plateforme. Là, maintenant, en fait, on va pouvoir télécharger une arborescence plate. Toujours document de management. Il y a un nouvel onglet en fait, outils de classification, hein, qui va être disponible quand on va créer un nouveau document. Ça va être pratique parce que ça, c'était demandé, hein, dans la création d'un document, pouvoir tout de suite choisir dans quel bookmark on le met, pouvoir choisir notamment la classification, dans quelle classe on le met, donc dès la création du document. Ça, c'était déjà faisable avec les physical products, les drawings, mais maintenant, en fait, on va pouvoir aussi le faire sur les documents. Donc, c'est la possibilité de personnaliser le schéma de révision à partir d'un JSON, la même méthode que ce qu'on a aujourd'hui dans les physical products. On va voir maintenant ce qui est nouveauté sur l'application Issue Management. Donc, la prise en charge en fait du cycle de maturité qui va permettre de gérer en fait les templates de manière transparente. En fait, en gros, lorsque le modèle est dans l'état de maturité personnelle, le propriétaire du modèle et ceux qui travaillent avec, il est partagé pour l'utiliser et créer de nouveaux problèmes. Et lorsqu'il est à l'étape validée, tous les utilisateurs du coup de l'espace collaboratif du CollaSpace en fait peuvent l'utiliser pour créer de nouveaux problèmes. Donc un statut sur les templates, sur les modèles des issues. Sur 3D Markup, on va pouvoir utiliser le format texte riche là aussi pour commenter les documents. Par exemple, quand on va mettre des commentaires sur du PDF ou sur des exigences, dans le commentaire, on accède avec la mise en page avec des puces, des numéros, enfin tout ça, là, pareil, hein, pour une clarté du commentaire, hein, la possibilité d'ajouter des hyperliens, des références, et de taguer aussi une personne directement dans le commentaire. Ça, c'est 3D Markup qui apporte ça. Toujours sur 3D Markup, on va pouvoir ajouter des flèches avec du texte et des images sur les annotations de documents. Là encore, hein, par exemple, sur des PDF. Et ensuite, encore dans 3D Markup, on va aller lors de la mesure d'un volume de la surface d'un produit, il y a une boîte de délimitation qui est ajoutée pour une meilleure compréhension. Ça ne permettait pas de représenter précisément en fait le produit qui était concerné, le produit qui était mesuré, surtout dans le cas d'assemblage un peu complexe. Là maintenant, en fait, quand on fait ça, on a une boîte angle boss, enfin une boîte qui délimite, on voit vraiment l'objet sélectionné sur la flèche. Dans l'outil relation, on va pouvoir directement, depuis l'outil relation, exporter la vue de ce qu'on a en fichier CSV. Donc, on va exporter les enfants ou les parents, enfin toutes les relations directement vers un fichier CSV à partir de l'outil relation.
Toujours dans l'outil relation, dans les paramétrages, en fait, dans la personnalisation des options de l'application relation, on va pouvoir paramétrer les relations qu'on veut visualiser par défaut. Avant, ça, c'était faisable dans l'administration. Là, c'est vraiment accessible pour chacun. Donc, on va pouvoir limiter le nombre de relations, enfin, le type de relation, surtout qu'on va voir, parce qu'il va nous sortir de base toutes les relations parents-enfants, les bookmarks, ainsi que tous les documents qui peuvent être liés, les types d'objets. Là, on va pouvoir vraiment filtrer sur ce qu'on a besoin et le plus couramment du temps. Route management, donc dans route management jusqu'à présent en fait on pouvait ajouter du contenu à la route en fait bah, le contenu était disponible directement en fait dans l'onglet content. Maintenant en fait on peut toujours faire ça hein, mais on va pouvoir aussi ajouter du contenu à une tâche spécifique dans la route. Donc, si par exemple, on a besoin de rajouter un document propre pour expliquer cette tâche de validation ou autre, ben, on va pouvoir l'ajouter directement dans le contenu de la tâche. Ce qui veut dire que ici, on va avoir pardon. Ici, dans le contenu, après, une fois qu'on aura fait ça, on verra deux types d'objets. En gros, on va tous les objets, pardon, qui ont été ajoutés à la route et tous les objets qui ont été ajoutés à une tâche spécifique et on voit en fait à l'état spécifique dans lequel il a été ajouté, chaque document. Donc la visibilité restera complète. Toujours dans Route Management, il y a un nouvel état de maturité qui s'appelle archivé qui a été rajouté dans les modèles de route. L'intérêt, en fait, c'est que les modèles qui vont être en archivé n'apparaîtront plus, pardon, dans les résultats de recherche ni dans la section de modèles, dans la rubrique modèle, en fait. Hein. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on a créé X modèles et qu'il y en a certains qui sont obsolètes, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, on les retrouvait systématiquement tous. Là, vraiment, ça va permettre de nettoyer un peu l'interface tout en les conservant dans l'historique. Une nouvelle application qui était apparue en fait en R23 FD3, donc c'était en septembre l'année dernière. Cette application, quand elle est apparue, elle faisait partie du rôle Project Planner, donc du rôle XPP. Maintenant, en fait, elle a été rajoutée dans le rôle de base, donc dans CSV. Et en fait, cette application-là, en fait, c'est un outil de gestion de projet agile qui est conçu pour aider à visualiser le travail et puis aider à focuser sur le travail en cours. Donc, on va pouvoir se créer son propre tableau Kanban avec ses tâches associées, voire les tâches de ses collègues, enfin les éléments qu'on a besoin de suivre et non pas uniquement toutes les tâches de tout le monde ou toutes ces tâches associées. Si on a des priorités, on va pouvoir se créer sa propre vue des tâches qui nous sont associées. Voilà, pour la partie du rôle CSV. On va parler maintenant du rôle de la partie Xen, donc pour le Release Engineer. Ici, on a un nouvel icône en fait hein, qui est travailler sous bookmark, travailler sous signé en fait, hein, qui va permettre d'automatiser le rangement directement dans le bookmark prédéfini. Donc dès le départ, on active ce bookmark-là, on lui dit bah voilà, je travaille sous ce bookmark-là et dès que je vais créer quelque chose automatiquement, en fait, ça viendra se ranger directement dans le bookmark, encore du gain de temps. Il y a un nouvel onglet, pardon, outil de classification, comme on l'a vu tout à l'heure avec les documents. On retrouve le même sur Xen, en fait, hein, quand on va créer un nouveau produit, donc qui va permettre justement de définir là aussi hein, le bookmark dans lequel on veut le créer. La classification, si on utilise classification manager, hein, CCM derrière, donc toute la classification euh, à choisir directement à la création du nouveau produit directement dans le on va pouvoir en tant que, alors là c'est dédié à l'administrateur, hein, et on va pouvoir maintenant définir un compteur de départ pour le numéro d'article, le IN. Donc ça c'était vraiment une chose demandée, c'est-à-dire que on sait maintenant s'aligner avec le, le compteur, le numéro de compteur, là, comment on peut dire, l'incrément auquel est rendu le compteur chez le client quand on met en place Xen, puisque forcément il y a déjà les codes articles existants, et bien là on va pouvoir se mapper avec ce démarrage, choisir le démarrage voulu et mettre des règles aussi par rapport au préfixe hein, pour des compteurs, différents compteurs avec différentes valeurs.
une nouvelle option aussi, ça c'est pas mal, qui va permettre d'afficher, ou plutôt peut-être plus de masquer en fait les 3D shapes dans la structure du produit. Donc ça c'est une option à cocher ou à décocher. Alors par défaut, en fait, l'option elle est cochée, donc on voit les 3D shapes. Donc on peut la décocher pour ne plus voir les 3D shapes dans la structure des produits. OK? Sur la partie Xen. Maintenant, on va passer sur la partie Change. Sur les Change, en fait, il y a l'onglet modification proposée qui prend en charge l'affichage d'attributs dans les colonnes, hein, des attributs tendus. Donc ça, c'était pas faisable jusqu'ici, donc dans l'onglet proposition, modification proposée. Sur la partie CCM, donc classification manager, on a deux états nouveaux qui sont apparus, le draft et le in-work, qui ont été ajoutés pour les bibliothèques et les classes. Ils remplacent en fait l'état inactif. Pourquoi on a fait ça? Bah, tout simplement, on va utiliser les états draft et in-work lors de la définition des bibliothèques et des classes, et on utilisera l'état actif lorsque les bibliothèques et les classes sont prêtes à être utilisées par les utilisateurs finaux. Ça veut dire que tant qu'on est en construction, et que donc on est en construction de la classification, tant qu'on reste en draft et en in-work, les utilisateurs finaux ne les voient pas. Un petit passage sur XPP, sur la gestion de projet. Un nouvel outil en fait, hein, nouveau type pardon de projet. Donc la gestion de projet agile qui a été ajoutée en version 2023 FD3. Là aussi, ça avait été ajouté en fait en septembre. Et aujourd'hui, en fait, cette fonctionnalité-là, elle s'enrichit avec le story pointing. Story pointing, en fait, ça va être en fait, c'est une technique qui permet d'estimer l'utilisation enfin, la manière dont on va mettre des priorités sur les tâches. C'est pas forcément, en fait, la tâche n'est pas forcément liée au temps, elle peut être liée à la complexité, elle peut être liée à des notions d'incertitude. Et en fait, en mettant des points, en adressant des points sur les tâches, ben, en fait, celles-ci vont vraiment prendre de l'importance par rapport à ce que nous, on a défini et non pas par rapport à une durée. OK. Il y a un nouvel objet qui est arrivé, donc le gate, hein, la porte, hein, qui a été ajouté pour détailler davantage les projets. Donc, va permettre de définir un niveau de passage à l'étape suivante. En gros, un go, en attente, un go avec des conditions. Euh, bon, en fait, c'est pas parce qu'une tâche aujourd'hui, c'est pas parce que la tâche est terminée qu'on peut forcément passer à l'étape d'après. Donc le fait de pouvoir rajouter en fait des gates, en fait des portes, hein, va permettre de valider qu'on a atteint les objectifs dans la tâche précédente et non pas seulement à 100% de la tâche. Donc c'est ça le but des gates. La possibilité d'exporter le calendrier dans un format imprimable, donc c'est une image hein, tout simplement. L'objectif, alors on va pouvoir exporter, on va définir une date de départ, une date de fin, et ça va nous sortir un fichier image. L'objectif, c'est tout simplement de pouvoir imprimer cette image et par exemple l'accrocher au mur pour partager en fait le planning durant le projet, quoi. Souvent, on voit ça dans les bureaux d'études ou dans les différents bureaux des entreprises. Là, effectivement, cette possibilité-là n'existait pas aujourd'hui. C'est corrigé. Ensuite, on a un nouveau statut sur les projets sous-projets. On va tout ce qui est lié au projet, hein. C'est comme ce qu'on a vu au niveau des portes. En fait, ça, c'est le statut en attente qui permet du coup de se concentrer sur les tâches qui vont être actives et prioritaires. Un petit tour sur le Connected Software Engineer, donc le rôle XSF. Donc ça, c'est un rôle, c'est pareil, hein, qui est apparu au portfolio au mois de décembre, au mois de novembre, pardon, la 24 GA. Ça, c'est une application qui permet de gérer des codes sources et des logiciels et des programmes. C'est ce qu'on retrouve chez pas mal de nos clients qui font leur propre soft, hein, leur propre logiciel. Donc là, on a un outil qui existe pour faire ça. Et ici, en FD1, on a ajouté la possibilité de mettre des commentaires sur les types d'objets que ça génère, pouvoir mettre des commentaires et de collaborer en fait directement avec d'autres utilisateurs. Et aussi la fonctionnalité ouvrir avec pour justement être en phase avec le logiciel associé qui est utilisé pour éditer ces softs. Toujours dans cet outil-là, oui, la possibilité d'enregistrer en une seule fois plusieurs dossiers. Jusqu'ici, en fait, on est obligé de le faire un par un. Et puis un outil de comparaison, un outil de comparaison pour, pareil, ces outils de programme.
Voilà. Et puis dernière partie sur la partie Enterprise Integration Manager, donc le rôle XXH, la commande exportation qui est disponible dans les fenêtres dans la de 3D Search en fait, à permettre de soumettre facilement en fait un travail d'export au service en fait d'échange. Ça fonctionne avec le format STEP AP 242. La nouveauté, c'est que les steps, les 242, en fait, ils sont instanciés avec un ID propre, en fait. Et donc, on va pouvoir faire de l'import itératif, vu qu'on a instancié, en fait, chaque step. Dernier point pour moi, donc c'est la partie import dans les services d'échange, toujours pareil avec le rôle XH, hein, qui a été amélioré. Notamment, on va prendre en charge en fait tous les éléments toolbox pour forcément aider la gestion des composants standards. On va aussi gérer tous les documents qui seraient joints à une CAO. Aujourd'hui, quand on exporte le fichier note. Là, en fait, on va pouvoir travailler aussi et exporter les documents joints à la CAO. Et puis, on va aussi pouvoir exporter la révision pour être mieux, enfin, mieux refléter en fait ce qui existe entre côté PLM et ce qui va exister côté ERP. Voilà pour ma part sur la partie gouvernance. Je vais passer la main, je pense, à Florian, je crois, sur la partie manufacturing. Oui, exactement. Bah, merci Jean-François. Pas mal de nouveautés aussi, hein, côté gouvernance, donc que ce soit aussi côté simulation, gouvernance. Et enfin, bah, du coup, on va terminer ce webinaire côté manufacturing. Ouais, vas-y, je te laisse. Voilà, merci. Passer les slides, Jean-François. Donc là, donc petite nouveauté qui est commune à la fois au rôle donc Manufacturing Item Engineer (MFN), qui permet de créer des nomenclatures de fabrication, des MBOM. Et donc voilà, donc la nouveauté, c'est l'arrivée du nouveau viewer 3D, nouvelle visionneuse 3D pour ce rôle-là, cette application-là, et également pour le rôle qu'on verra juste un petit peu après, Manufacturing Process Engineer, donc MGA, où on vient là ajouter des process. Donc là, ce nouveau viewer, il s'appelle 3D Operation Viewer. Il vient remplacer l'ancienne visionneuse qui s'appelait juste 3D Viewer. Et typiquement, pour MFN, il permet de faire plus de choses. Donc, on a étendu les fonctionnalités en termes de navigation, de visualisation, de certaines commandes. Il y a certaines commandes qui étaient présentes que dans la visionneuse 3D Play qui se retrouvent également dans ce viewer. Et alors, je vous le montrerai dans deux slides. On a des capacités également avancées quand on vient utiliser avec les process. Donc, Jean-François, juste, ouais, si tu peux changer de slide, super, merci. Euh, Ça, c'est une nouveauté, par contre, donc, qui est propre au rôle MGA, donc, qui est, je rappelle, Manufacturing Process Engineer, qui permet de créer ce qu'on appelle la BOP, la Bill of Process, la nomenclature des procédés. Donc en gros, après avoir défini notre manufacturing Bill of Material, on vient rajouter également des process, des opérations pour s'assurer que tout ce qu'on fabrique ou tout ce qu'on achète, on a des process pour soit les fabriquer, soit les assembler, et également des ressources associées. Et là, la nouveauté avec la FD1, c'est que euh, quand on, euh, quand on a une liste un ensemble de process, donc de procédés et un enchaînement d'opérations, on pouvait définir déjà soit une séquence, on va attribuer un ordre pour structurer ces opérations ou liées entre elles avec un flux de produits, un product flow. En fait, on dit que le produit qu'on fabrique, il passe d'une machine liée à ce process-là avec suivant, et puis après on vient faire un autre process derrière. Bah là maintenant dans la vue tableau, on va pouvoir juste réorganiser la vue pour venir s'aligner justement avec cette séquence qu'on a définie ou justement cet enchaînement au niveau du flux de produits. Et enfin, donc là, prochaine slide, s'il te plaît. Merci. Donc là, bah, c'est ce que je vous ai déjà présenté. Donc c'est encore la nouvelle visionneuse, de 3D Operation Viewer, qu'on retrouve également dans MGA et qui permet justement d'associer des éléments 3D à notre nomenclature des procédés. Donc là, on a la mise en surbrillance de si on clique sur une opération, on voit l'ensemble
des items 3D qui sont affectés à cette opération et on vient pouvoir également rajouter des commandes, donc cacher, afficher, mettre en transparence pour avoir une meilleure compréhension de bah, justement des opérations de fabrication, d'assemblage. Voilà. Voilà, c'était tout côté manufacturing. Bah, je pense qu'on a été assez bon au niveau temps. Alors on a un peu débordé On a un peu débordé en quand date, même. mais comme vous l'avez vu, il y avait pas mal de nouveautés. Euh, ouais, tu voulais Donc faire un là, point en fait, sur on fait Startup. un petit récap rapide sur les différentes solutions qu'on fait à chaque fois, hein. Donc, il y a toujours l'offre startup qui existe, hein. C'est un petit peu un tour d'horizon des offres qui existent autour de la plateforme. L'offre startup, hein, qui va permettre à une startup de démarrer rapidement, puisque la première année, elle a accès à la plateforme en fait et à SolidWorks pour zéro. Elle a une remise en fait 70% sur la deuxième année et 50% sur la troisième. Donc, les trois premières années sont plutôt super intéressantes pour une startup pour démarrer. On a des offres, donc les exemples de start-up, hein, qui font. Hein. On a toujours l'offre éducation au niveau SolidWorks. Hein, si les étudiants font partie d'une école en fait qui a SolidWorks, bah, ils ont accès à une licence SolidWorks pour eux gratuite. Hein, ça c'est toujours actif. Hein. N'hésitez pas à vous renseigner chez nous, hein, auprès des gens liés à l'éducation. Vous allez pouvoir aussi retrouver le webinaire ici et bien d'autres et pas mal d'autres informations sur la plateforme sur la chaîne SolidWorks France, YouTube, donc la chaîne YouTube SolidWorks France, c'est que du contenu français. Sinon, vous avez la chaîne solidworks.com, hein, qui, elle, du coup, il y a encore plus de contenu. Le prochain webinaire, c'est pour la sortie de la FD2, et donc on l'a programmé le 17 mai. Alors la sortie est le 28 avril, mais avec les débuts mai, les ponts annoncés, tout ça, on a souhaité le décaler un petit peu pour essayer que ça convienne à un maximum de personnes. Donc on l'a positionné, le live aura lieu le 17 mai à 15h30, hein, toujours un vendredi. La sortie, elle, de la FD2 sera le 28 avril. Voilà pour nous. Ce webinaire se termine. Merci à vous pour votre attention. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez loupé une partie, bah, n'hésitez pas, hein. Je pense qu'il sera disponible d'ici 2, 3 jours, la semaine prochaine, en fait, hein, sur YouTube. On va remercier Angela d'ailleurs qui est dans l'ombre, mais qui travaille pour nous. Donc, et- elle va nous partager ça. Et puis, bah, merci à Eric et Florian, et merci à vous. Voilà, merci à tous. Bon week-end à vous. À la prochaine fois.